Merci pour tous ceux qui nous accompagnent aujourd'hui. Donc je vais ouvrir la session de cet après-midi qui est axée sur le conditionnement et l'addiction du modèle animal à la clinique. Ça m'a fait sourire, ça, parce que c'est souvent une discussion que j'ai avec des collègues qui me disent comment on peut prendre un modèle animal et le transposer à l'humain. Eh bien, on va répondre à toutes ces questions. Alors, le premier intervenant, c'est Serge Amène, que vous connaissez tous, de Bordeaux, qui est sa contribution est contribution interoceptive et craving chez l'animal. Ce qui est particulièrement... Merci Bernard pour la présentation. Bonjour à tous. Merci d'être venus. Je vais pas assez, je pense, remercier les organisateurs du congrès hier. Donc je vais rajouter une couche aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à organiser ce congrès et tout particulièrement merci à Jean-Pierre et Arcaïs de m'avoir invité à participer à ce symposium sur le conditionnement. Donc alors moi aujourd'hui je vais vous parler de quelques travaux que nous avons réalisés au laboratoire sur ce qu'on appelle le conditionnement interoceptif et son rôle dans le déclenchement du craving en utilisant essentiellement une approche utilisant des modèles animaux. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire un bref rappel historique sur le conditionnement et on va dire celui qui a finalement découvert le conditionnement, et d'ailleurs ce conditionnement porte son nom, c'est le conditionnement pavlovien, donc Ivan Pavlov. Donc vous connaissez tous bien sûr cette expérience, hein, c'est l'expérience dans laquelle un chien apprend à saliver au son d'une sonnette, d'une petite clochette, lorsque cette clochette est associée de manière répétée à la vue d'un bol de nourriture fortement palatable, hein, comme ça vous était indiqué sur cette slide. Donc le point important ici, c'est que le son de la clochette, au départ, n'a aucun effet sur la réaction salivaire de l'animal, et que c'est en l'associant d'une manière répétée à la vue du bol de viande et probablement aussi à son odeur, que le son de la clochette acquiert progressivement la capacité de déclencher de manière conditionnée la salivation et une salivation très abondante. Donc alors ça c'était, on va dire, dans les années 20, les années 10 et les années 20. Donc entre-temps, il s'est écoulé un siècle, et pendant ce siècle, on a appris plein de choses sur ce conditionnement pavlovien. Et notamment, on sait aujourd'hui que ce qui se forme, ce qui s'apprend finalement pendant ce conditionnement, ce n'est pas le fait qu'il y ait une connexion neuronale qui s'établit directe entre les centres de perception du son de la clochette et le circuit neuronal qui contrôle la réaction salivaire. En fait, ce qui se passe, c'est que le son de la clochette finit par évoquer une représentation mentale du bol de nourriture, donc finalement de l'objet du désir de l'animal, c'est-à-dire ce bol de nourriture palatable, que d'ailleurs, si on avait regardé dans la tête de ces chiens, on aurait vu que finalement, au son de la clochette, le cortex visuel s'activerait comme si l'animal était en train de percevoir en fait le bol de nourriture. Et en fait, ce sont des expériences qu'on a réalisées chez le rat. Donc, ce n'était pas forcément un bol de viande, mais c'était d'autres finalement nourritures palatables. Donc, ce qu'on a aussi appris, c'est que la réponse conditionnée, ce n'est pas simplement, ne s'arrête pas à la réponse salivaire. En fait, quand on regarde l'animal, on voit que quand il entend le son de la clochette, en fait, il s'active, il s'agite un petit peu, il s'oriente vers l'endroit où on va lui présenter le bol de nourriture.
il peut même aboyer, donc tout un tas de signes comportementaux qui suggèrent la présence finalement d'un désir anticipateur justement de ce bol de viande, enfin de nourriture palatable. Ce qu'on sait également, c'est que donc, la vue du bol de viande, de nourriture en tant que tel, en fait, c'est aussi un stimulus conditionné, mais qui n'a pas été forcément appris dans le contexte expérimental du laboratoire, qui a été appris au cours du développement de l'animal. Et c'est un stimulus conditionné qui a été conditionné au goût palatable de la nourriture. Donc du coup, lorsque l'animal voit le bol de viande, en fait, ça évoque le goût de la nourriture. D'accord ? Et en fait, le goût de cette nourriture également est également un stimulus conditionné. Ce qu'on a découvert récemment, c'est que c'est un stimulus conditionné là, qui est plus inconscient, qui va renvoyer à ce qu'on sait maintenant. Donc après la digestion, il y a une partie des neurones sensoriels du nerf vague qui sont stimulés et qui vont, via un circuit, aller activer les neurones dopaminergiques et créer le conditionnement entre le goût et finalement ce processus interoceptif, du coup, puisque c'est à l'intérieur de l'organisme, qui va finalement créer le renforcement primordial qui va entraîner toute cette chaîne de conditionnement que je viens de vous décrire, de la clochette, à la vue du bol de viande, le goût et cette stimulation des neurones sensoriels du nerf vague. Donc, et enfin, ce qu'on sait également, c'est que toutes ces associations, et d'ailleurs c'est un gros problème pour se servir justement des thérapies de déconditionnement dans le traitement de l'addiction, c'est que toutes ces associations sont éminemment contexte dépendantes. C'est-à-dire que par exemple, là, dans l'expérience de Pavlov, cette association, donc le son de la clochette va déclencher toute cette frénésie comportementale et physiologique qui indique un désir intense de consommer ce bol de nourriture palatable, en fait, ça va être structuré à l'intérieur de ce contexte. Dès que vous quittez ce contexte, cette association va peut-être disparaître. Donc du coup, ne perdez jamais de vue qu'il y a cette capacité, et elle est très développée chez l'homme d'ailleurs, de tout contextualiser. Une association peut fonctionner dans un contexte, ne pas fonctionner dans un autre, et etc. Donc ça, c'est un bref rappel historique, mais qui permet on est dans une séance de session de conditionnement, donc de bien présenter le décor. Je voudrais aussi donc faire un petit clin d'œil historique pour dire que le conditionnement des effets des drogues, finalement, il a été aussi découvert dans le laboratoire d'Ivan Pavlov. C'était le docteur Krylov dans les années 20 qui a pu finalement faire la toute première expérience de conditionnement impliquant une drogue, ici une injection sous-cutanée de morphine et la réaction salivaire. Voilà. Donc après, bien sûr, comme vous le savez tous, les stimuli conditionnés dans l'addiction jouent un rôle important dans l'induction, le déclenchement, l'évocation du craving, de ce désir très intense de consommer la substance. Donc là, je vous ai donné juste un exemple. C'est une expérience donc, impliquant donc, des sujets alcoolodépendants à qui on présente la vue d'un verre contenant de l'alcool et du coup, ça déclenche une augmentation du craving par rapport à un stimulus témoin. Donc on sait que ces stimuli conditionnés donc génèrent du craving, et donc ça c'est l'étude systématique que Fuchasser dans le laboratoire de Marc Oriacombe a réalisée et qui a pu permettre d'établir que cette induction conditionnée du craving pouvait déboucher dans la vraie vie sur des épisodes de reconsommation. Donc du coup elle va nous en parler plus tout à l'heure, mais je voudrais juste souligner le fait que cette induction conditionnée du craving, ça ne s'arrête pas au craving, ça peut déboucher sur un épisode de consommation. Et donc, c'est là où moi je vais intervenir avec mon conditionnement interoceptif, c'est qu'une fois que l'individu donc éprouve ce craving qui a été déclenché par un stimulus conditionné extéroceptif, la vue
d'un verre contenant de l'alcool, dans l'exemple que je vous ai cité, mais on pourrait imaginer d'autres stimuli conditionnés, eh bien, et que ça débouche sur un épisode de consommation, eh là, ce qui se passe, c'est que c'est les effets de la drogue, les effets interoceptifs, tous les changements physiologiques que va créer la drogue en périphérie, qui vont être perçus par l'organisme, qui vont générer des stimuli, et c'est ça la thèse que je vais soutenir, également conditionnés, qui vont déclencher du craving. Et comme vous le savez aussi très bien, je crois que Pierre Ville l'a évoqué hier dans sa présentation, même lorsqu'une personne consomme de la drogue, il y a également du craving. Et ce craving peut finalement entraîner le fait que l'individu va répéter la consommation une fois qu'il est dedans. Et du coup, c'est pour ça que c'est super important d'étudier ce phénomène de conditionnement qui implique des stimuli interoceptifs. Et là, c'est dans cette diapositive, je vous montre une expérience classique de Jérôme Jaffé, dans laquelle des sujets donc, dépendants à la cocaïne reçoivent une dose intraveineuse de cocaïne. Et comme vous pouvez le voir, ça augmente le craving. Et au pic de ce craving, les personnes sont capables de payer leur dose très cher par rapport à une autre, lorsque une autre situation où les effets de la drogue se sont dissipés. Donc, ce que je vais essayer de dire ici, c'est que du coup, il y aurait deux voies d'induction du craving. Une voie qui impliquerait le traitement de stimuli extéroceptifs, donc c'est la voie verte que je vous ai décrite sur cette diapositive, et une voie plus interoceptive, mais qui déboucherait toutes les deux, finalement, sur le substrat neuronal de l'expérience de craving qui se situe dans le cortex préfrontal. Donc, comme on le sait, donc le craving peut être déclenché donc, par des stimuli conditionnés extéroceptifs, c'est l'histogramme vert que je vous ai représenté, mais également par des stimuli interoceptifs générés par la drogue, et également par d'autres stimuli interoceptifs qui ressemblent à ceux que la drogue génère, qui sont par exemple des états émotionnels qui aussi perturbent la physiologie périphérique. Et le stress, on sait que par exemple chez l'animal, certains stress sont confondus d'une manière subjective, entre guillemets, avec les effets que génère la drogue. C'est réalisé dans des expériences de discrimination, mais que je ne vais pas évoquer ici. Je pourrais répondre à des questions s'il le faut. Donc voilà. Comment on peut maintenant étudier, tester cette hypothèse de l'importance de ce conditionnement interoceptif? Pour ça, déjà, il faut avoir un modèle animal du craving. Donc, c'est ce que je vous ai décrit sur cette diapositive. Donc, c'est un modèle classique, c'est le modèle de Reinstatement qui a été développé beaucoup par James Stewart et Harriet DeWitt au tout début des années 80. Donc, dans ce modèle, vous avez donc une première phase d'acquisition du comportement d'auto-administration. Il pouvait même inclure une phase d'escalade avec un accès prolongé. Après que les animaux, donc là dans ce cas, les animaux apprennent à appuyer sur un levier pour obtenir une dose intraveineuse de cocaïne. Une fois qu'ils ont acquis ce comportement et qu'ils ont même développé une escalade de leur consommation, vous les testez en phase dite d'extinction. Donc dans ce cas, les animaux appuient sur le levier, mais ils ne reçoivent plus d'injection de drogue. Et donc au début, ils persistent, entre guillemets, dans l'espoir d'obtenir une dose, mais réalisant qu'il n'y a plus de dose, ils finissent par arrêter. Et donc c'est là que l'expérimentateur, à l'insu du sujet, lui fait une dose intraveineuse de cocaïne. Dans cet exemple, il n'y a pas de stimuli nécessairement extéroceptif associé à l'injection, c'est juste une dose passive à l'insu du sujet. Et quand vous faites ça, en fait, ce que vous observez, c'est que il y a ce qu'on appelle un reinstatement. L'animal se remet à appuyer sur le levier d'une manière souvent très frénétique, c'est un mot qu'on utilise, c'est-à-dire de manière répétée, persévératrice, et pendant des dizaines de minutes. Et ce qui est important, c'est qu'ils sont toujours en extinction. Donc en fait, ce que ce comportement suggère, c'est que ce qu'on est en train de mesurer, c'est la motivation, le désir de l'animal de reconsommer la drogue lorsqu'il est sous son influence. Donc,
Ce qui est intéressant, c'est que donc, dans l'hypothèse interprétative, c'est que pendant l'acquisition, les animaux apprennent que leur état interoceptif, donc les stimuli interoceptifs de la prise de drogue, sont associés au fait que leur comportement est renforcé par des doses de drogue. Pendant l'extinction, les animaux ne sont plus sous ces stimuli interoceptifs et leurs appuis ne sont plus renforcés par la drogue. Donc du coup, là, il y a une discrimination qui se met en place où les stimuli interoceptifs finissent par signaler que leur réponse va être renforcée par la drogue. Pendant le reinstatement, lorsque vous les remettez sous les effets de la drogue, vous recréez le contexte interoceptif de la drogue. En fait, vous réenclenchez cette association et l'animal se remet à appuyer parce que quelque part, vous lui donnez l'information que peut-être la drogue est à nouveau disponible. Et comme vous le savez tous, et il y a une très belle revue de Sayet qui a bien montré ça, que la perception de la disponibilité de la drogue, du fait qu'on sait qu'on va pouvoir en avoir, est un stimulus puissant d'induction du craving. Donc comment on fait pour tester ça? Donc là, je vais aller assez rapidement. Combien de temps il me reste? Ah, quand même 10 minutes, ça va. Donc je vais aller assez rapidement. Donc première manip, que je trouve très, très jolie expérience, réalisée par Roy Wise à Baltimore, au NIDA. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a tiré parti du fait qu'en fait, il y a une formulation de cocaïne, c'est la cocaïne méthiodide, qui a pour propriété, finalement, de ne pas pouvoir passer la barrière hémato-encéphalique. Donc elle ne va agir qu'à la périphérie. Donc ce qu'il a fait donc là, c'est ce que ça vous est montré sur cette diapositive. Ce que vous pouvez voir, c'est que lorsque les sujets reçoivent de la cocaïne méthiodide, il y a une augmentation des concentrations de cocaïne dans le sang, mais aucune trace dans le cerveau. En comparaison, lorsque vous injectez de la cocaïne hydrochloride, vous avez une augmentation dans le sang et une très forte augmentation également dans le cerveau, et en particulier ici dans le noyau accumbens, dans la partie ventrale du striatum. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'après acquisition du comportement, extinction, et donc cette phase de reinstatement, il a testé les animaux avec de la cocaïne méthiodide. Donc du coup, cette cocaïne qui ne passe pas la barrière hémato-encéphalique et qui n'agit qu'à la périphérie. Donc elle va ne générer que des stimuli interoceptifs à la périphérie. Eh bien, il observe que ça déclenche un reinstatement peut-être un peu moins intense que celui de la cocaïne hydrochloride, mais comparable, indiquant que les stimuli interoceptifs générés par la drogue semblent être suffisants pour déclencher le reinstatement, ou, enfin, pour parler plus vite, le craving chez l'animal. Donc, c'était une prédiction assez forte de l'hypothèse du conditionnement interoceptif qui vient d'être validée à travers cette jolie expérience. Une autre prédiction de l'hypothèse du conditionnement interoceptif est la suivante, et peut-être un peu plus inattendue, c'est que si effectivement lorsqu'on injecte de la cocaïne à l'insu de l'individu, que ça déclenche le craving, que c'est lié à un conditionnement antérieur, on devrait donc être capable, en répétant les injections, alors qu'on est toujours en extinction, d'éteindre l'effet de déclenchement du craving de la drogue. Donc c'est ce qu'on a fait dans cette expérience. On a répété les injections et on a observé que l'effet sur le craving diminuait considérablement avec la répétition des injections. Et en fait, on a pu aussi montrer, dans une expérience où c'est finalement l'animal lui-même qui déclenche le craving avec un appui, qu'il y avait également une extinction très forte de cet effet d'induction du craving, quasiment total même, puisqu'à la fin, on a des niveaux de réponse qui ressemblent à ceux comme de la condition témoin où les animaux ne reçoivent pas du tout de drogue. Ce que vous pouvez constater aussi, c'est que les effets psychostimulants de la cocaïne, eux, restent tout à fait stables au cours du temps, donc ce n'est pas simplement un phénomène de tolérance aux effets psychopharmacologiques de la drogue. Rapidement, on a aussi montré que c'était dose indépendant, donc il y a, on va dire, une extinction, quelle que soit la dose que vous testez après extinction en reinstatement pour induire le craving.
Et un point important, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que le stress génère également des stimuli interoceptifs qui peuvent être confondus par l'animal à ceux générés par la cocaïne. Lorsque vous éteignez l'induction du craving par la cocaïne, ça se généralise au stress, c'est-à-dire qu'après extinction, le stress n'est plus capable de déclencher du craving dans ce modèle animal. D'accord? C'est ce qui vous est représenté sur cette expérience. Comme je vous le disais aussi tout à l'heure, hélas, beaucoup de choses dans le conditionnement sont contexte dépendantes. Donc là, ce qu'on a, et donc du coup ça renforce aussi notre prédiction, c'est que l'extinction des effets d'induction du craving par la drogue est également contexte dépendante. C'est-à-dire que si vous faites cette extinction dans un contexte A et que vous changez de contexte, vous perdez l'extinction. Donc du coup, c'est vrai que ça peut limiter pas mal les applications. Et à mon avis, un des challenges les plus importants dans le domaine, c'est de trouver des procédures de déconditionnement qui soient contexte indépendantes. Et à mon avis, je crois que personne n'a encore réussi à faire ça. Mais on pourrait en discuter. Donc, alors maintenant, la neurobiologie. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, et c'est vrai également chez l'animal, en fait, on sait que, en tout cas dans le modèle du reinstatement, le déclenchement du craving est lié à l'activation d'une voie allant du cortex préfrontal, donc la partie prélimbique du cortex préfrontal, vers le striatum ventral, et en particulier une région dans le striatum ventral qu'on appelle le corps du noyau accumbens, mais peu importe les détails. Ce qu'il faut imaginer, c'est que lorsque les individus éprouvent ce craving et donc se mettent à rechercher à nouveau la drogue pendant l'extinction, vous avez une activation de cette voie. Et donc du coup, on s'est dit, nous, après extinction de l'effet priming de la drogue, est-ce qu'on est capable d'observer une extinction de l'activation de cette voie? Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a réalisé deux types d'expériences. On a utilisé un marqueur neuronal d'activation des neurones du cortex préfrontal et du noyau accumbens. Alors bon, excusez-moi, il faut que je décrive un petit peu quand même l'expérience. Donc dans cette expérience, on avait deux groupes donc, qui ont tous appris à s'auto-administrer la drogue. Ils ont tous éteint le comportement. Et donc ensuite, on les a séparés en deux groupes. Un groupe qui recevait des injections de saline de manière répétée, et un groupe qui recevait des injections de cocaïne de manière répétée pour éteindre l'effet priming de la drogue. Et ensuite, pendant le test, on a séparé chacun de ces groupes en deux autres sous-groupes. Un groupe qui recevait du solvant, un groupe qui recevait la cocaïne pour la première fois, mais qui n'avait pas éteint les effets interoceptifs préalablement. Donc du coup, chez ce groupe-là, on doit observer une augmentation du reinstatement. Et ensuite, l'autre groupe qui reçoit du solvant et de la cocaïne. Et chez celui qui reçoit de la cocaïne pendant le test, on devrait avoir une extinction du comportement. Et donc au niveau neuronal, on devrait donc s'attendre que si on éteint l'activation de cette voie cortico-striatale, on devrait voir une chute d'activité chez le groupe CC par rapport au groupe VC. D'accord ? Et c'est exactement ce qu'on a observé. Comme vous pouvez le voir, chez le groupe CC, l'activation neuronale que l'on observe chez le groupe VC est fortement atténuée, même dans certaines régions totalement supprimée. Ça, c'est donc avec une méthode. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est on a utilisé l'électrophysiologie in vivo, où on a mesuré l'activité. Donc, pendant que les animaux sont en train d'être testés, l'activité neuronale dans le cortex prélimbique du cortex préfrontal. Donc, chez les animaux qui n'ont pas éteint le comportement, on a une forte activation de ces neurones dans cette région. Et après extinction, on a une diminution de cette activité en réponse à la cocaïne, démontrant que l'extinction des effets comportementaux de la cocaïne est bien associée
à une extinction de l'activation de la voie neuronale cortico-striatale. Combien de temps? Bon, je dépasse mon temps. Ok, donc 0, mais je vais m'arrêter là. Donc, petite conclusion rapide. Donc, l'ensemble des données suggère effectivement qu'il y aurait une voie interoceptive d'activation du craving qui impliquerait les effets interoceptifs de la drogue. Également, tous les effets interoceptifs d'autres événements émotionnels, stressants, etc., qui reproduisent ou qui sont confondus par l'organisme avec ceux de la drogue. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, Serge. Merci, Serge. Bon, on va passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions? On mettait les questions à la fin, Bernard. On a dit qu'on mettait les questions à la fin. On a dit qu'on mettait les questions à la fin de toutes les présentations. Ah, les questions à la fin. D'accord, d'accord. d'accord. Bon, pardon. Vas-y, Marc. Donc, on va laisser les questions pour la fin. Et je vais passer la parole maintenant à Louis Sinus, mise en évidence du conditionnement contextuel aux drogues, effet appétant ou appétitif et aversif du manque. C'est ma voix qui chevrotte comme non, c'est le micro. Je voudrais tout d'abord remercier mes amis Arcaïs Colina, Jean-Pierre Deloued et Marc Oriacombe de m'avoir invité à faire cette présentation. Mais je voudrais aussi remercier infiniment tous les membres de BICIA pour l'organisation extraordinaire de ce congrès. Ça, vous connaissez tous le cycle de l'addiction, ça c'est la lune de miel où c'est extraordinaire, et petit à petit, parce qu'on continue à consommer, on perd le contrôle de la consommation, c'est l'abus, c'est l'état de dépendance, et puis au bout de X temps, on essaie de devenir abstinent. La règle, c'est que finalement, après, on rechute. Pourquoi? Parce qu'au cours de l'établissement de la dépendance, il y a des neuroadaptations qui se développent au niveau de tout l'organisme en présence de la drogue et que la rechute peut être provoquée par certainement de nombreux facteurs, dont deux majoritaires, c'est le stress, et deuxièmement, les effets conditionnés. Et moi, je vais vous présenter justement un certain nombre de résultats que nous avons acquis tout au long de ma carrière, disons, au CNRS. Mais avant de continuer, je voudrais vous rappeler deux exemples que le professeur Chuck O'Brien rappelait toujours. Il racontait l'histoire d'un patient qu'il avait, qui était un ancien héroïnomane et qui avait été sevré. Et depuis 2 ans, il n'avait pas touché à la drogue, il s'était réinséré dans la société. Et un jour, à cause de son travail, il doit aller à New York, il prend le métro, il traverse une station de métro où, quelques années auparavant, il s'était shooté et puis ça avait été la dégringolade à nouveau. Et il citait aussi le cas des GIs au Vietnam qui consommaient beaucoup de drogue. Et pour beaucoup d'entre eux, pas tous, mais pour beaucoup d'entre eux, le retour au pays s'est accompagné de l'abandon de la consommation de ces drogues. Donc, il signalait effectivement l'importance des effets conditionnés. La première expérience que je vais vous montrer est très simple et évidente. La préférence de place due à l'injection d'héroïne
Alors, je vais vous montrer d'abord le protocole expérimental. C'est une cage qui a 2 compartiments, comme vous le voyez. L'espace est strictement identique, l'arrangement un peu différent, les sols sont différents et la tapisserie est différente. Le premier jour, l'animal, il circule 20 minutes comme il veut, on note, puis on va fermer la porte, une petite porte là qui se trouve là, et on va injecter le jour J1, J3 et J5, les jours impairs, le solvant par exemple ici. Et les jours pairs, en J4, J2, J4 et J6, on va injecter une très faible dose d'héroïne dans l'autre compartiment. Puis après, ça va être le jour du test, on ouvre la porte et on regarde ce qui se passe. Vous voyez que le lendemain de la phase de conditionnement, il y a une préférence très importante qui apparaît. Le rat va passer beaucoup plus de temps dans le compartiment où il avait reçu l'héroïne. Et je dois signaler que la dose d'héroïne que nous avons utilisée est extrêmement faible. En fait, le rat reçoit 25 microgrammes d'héroïne, ce qui est vraiment le début d'un effet psychostimulant. Mais même dans ces conditions, 2 mois après, le rat se rappelle parfaitement bien que c'était très agréable, que l'injection de la drogue était très agréable. La deuxième situation dont je voudrais vous parler, c'est la sensibilisation comportementale induite par l'administration répétée de nicotine. Ce phénomène est un phénomène qui a certainement échappé à tous les intervenants en tabacologie pour la simple raison que c'est un phénomène qui s'installe très rapidement. Par exemple, ici, vous avez différents groupes de rats et tous les jours, ils vont recevoir une injection soit de solvant, dont la dose 0, soit de la nicotine 0 mg, 0,2, 0,4. Et vous voyez que pour cette dose de 0,1, bon, il y a une activation comportementale qui apparaît, on mesure l'activité locomotrice des rats, mais que pour la dose déjà de 0,2 mg, apparaît un phénomène de sensibilisation qui, bien sûr, est beaucoup plus évidente à la dose de 0,4. Et je vais vous montrer que cette sensibilisation s'exprime uniquement dans le contexte où l'animal a reçu la nicotine. Voilà le protocole expérimental. Nous avons en fait 2 environnements, les cages d'activité. Ici, c'est une cage d'activité avec le rat. Il y a des rampes de cellules photoélectriques qui vont nous donner une information sur l'activité locomotrice horizontale et verticale. Et nous avons les cages d'élevage dans l'animalerie. Les animaux sont bien sûr habitués à l'animalerie, mais ont été aussi habitués aux cages d'activité. Nous allons injecter à ces rats tous les jours, pendant 7 jours, une dose de 0,2 mg kg de nicotine. C'est une dose très faible. Nous avons 3 groupes de rats. Le matin, tous les rats vont dans les cages d'activité. Au bout d'une demi-heure, quand les rats se sont calmés, le groupe nicotine cage d'activité va recevoir une injection de nicotine. Le groupe nicotine animalerie, lui, va recevoir le solvant. Et le groupe témoin va recevoir le solvant. 2 heures après, quand l'effet de l'injection a disparu, les rats reviennent à l'animalerie et à ce moment-là, on va faire la 2e injection. Le groupe nicotine cage d'activité va recevoir le solvant. Le groupe nicotine animalerie va recevoir la nicotine. Et le groupe témoin va recevoir le solvant. Donc vous voyez bien que vous avez 2 groupes d'animaux qui ont exactement la même expérience pharmacologique, mais dans des contextes différents. On va répéter cette procédure d'injection pendant 7 jours, en espérant avoir induit une sensibilisation comportementale à la nicotine, puis va venir les phases de test. 24 heures après, on va faire le test au solvant. En fait,
on voudrait savoir s'il existe un effet placebo. Et regardez ce qui se passe. Il faut que je pointe là-bas. Les rats qui ont l'habitude de recevoir la nicotine dans les cages d'activité, quand ils reçoivent une injection de solvant, ils se mettent à répondre pratiquement comme s'ils avaient reçu la nicotine. Le groupe témoin, qui lui n'a jamais reçu de nicotine, se comporte comme un animal qui reçoit le solvant. Mais ce groupe qui a la même expérience pharmacologique que le groupe d'à côté ne présente pas d'effet placebo parce qu'en fait, son expérience de la nicotine n'a pas été dans les cages d'activité, ça a été dans l'animalerie. Le test suivant consiste à injecter une très faible dose de nicotine à tous les rats. Tous les rats reçoivent la nicotine. Et on va voir qui est sensibilisé et qui ne l'est pas. Normalement, d'après le fait que ces deux groupes ont reçu le même nombre d'injections, on devrait pouvoir trouver un effet sensibilisé chez eux. En réalité, ce n'est pas le cas. Ça, c'est les témoins qui ont reçu pour la première fois une injection de nicotine. Ça, c'est des rats qui ont été sensibilisés, mais à l'animalerie, en fait, il n'y a aucune différence entre ces deux groupes. Et ça, c'est le groupe qui a reçu dans les cages d'activité, qui a l'expérience dans ces cages d'activité de l'administration répétée de nicotine. Donc, nous avons bien une sensibilisation à la nicotine qui est contexte dépendant. Maintenant, je vais vous présenter. Alors, jusque-là, c'était des effets appétitifs, disons. Maintenant, on va passer à la phase des effets aversifs. Je vais vous montrer que l'aversion conditionnée provoquée par un état de manque dans un espace donné est permanente chez le rat. Voilà les appareils dans lesquels se font l'expérience. Il y a 3 espaces qui se différencient bien sûr par la tapisserie des murs, mais aussi par la texture du sol. Et il y a des rampes de cellules photoélectriques qui permettent de localiser l'animal à tout moment de l'expérience. Le premier jour, alors, je dois d'abord dire que les rats sont rendus dépendants par l'implantation sous-cutanée de toutes petites pastilles de morphine à libération lente qui nous étaient fournies par le NIDA. Et nous allons provoquer un syndrome de manque par une injection de 15 microgrammes kilo de naloxone. C'est une dose très très faible. C'est une des premières doses capables d'induire un état désagréable sans que nous voyions aucun signe physique de manque. Il n'y a pas de diarrhée, il n'y a pas de salivation. En regardant le rat, on ne peut pas savoir qu'il est en état de manque. Mais donc, c'est des doses très faibles. Donc, le premier jour, le rat, il fait ce qu'il veut. On note le temps passé, puis on va mettre un diviseur. Et les jours 1, 3 et 5, l'animal va recevoir une injection de solvant et va être confiné dans un compartiment. Les jours pairs, 2, 4 et 6, nous allons injecter la naloxone et on va confiner l'animal dans un autre compartiment. Puis, la phase de test arrive, on enlève le diviseur et le rat fait ce qu'il veut et va exprimer ce qu'il a ressenti. Ça, c'est la version conditionnée observée chez le rat 24 heures après l'induction du conditionnement. Mais regardez, 54 semaines, 1 an après, la version conditionnée est toujours là. Le rat se rappelle parfaitement. Et je dois dire en plus que cette expérience a été faite avec des groupes différents. C'est-à-dire que le rat qui a été testé à 54 semaines, il a passé pratiquement 1 an à l'animalerie en étant soigné, mais en recevant aucune injection, rien du tout. C'est un souvenir de quelque chose qui s'était passé 1 an avant.
Alors maintenant, je vais vous parler de notre aspect d'état de manque à la nicotine. Alors d'abord, je vais vous présenter le paradoxe du tabac. C'est quand même incroyable. Le tabagisme est une des formes les plus intenses de dépendance, mais la nicotine a des effets renforçants très très faibles. Pourquoi? Eh bien, l'une des raisons, c'est que la consommation de nicotine est vraiment particulière. Quand le fumeur inhale la fumée du tabac, la nicotine passe des alvéoles pulmonaires et dans les 5-6 secondes est dans le cerveau. C'est exactement l'équivalent d'une injection intraveineuse. Or, une cigarette, pour arrondir, disons que c'est 10 inhalations, 10 injections intraveineuses, un paquet par jour, ça fait 200 injections. Par semaine, ça fait 1400, par mois, 5600. Il n'existe pas de drogue addictive consommée à cette fréquence. Mais la nicotine n'est pas la seule substance présente dans la fumée du tabac. Il y a à peu près 2000 ou 3000 substances, bon, certaines sous forme de traces, mais il y en a une qui est en particulier intéressante, c'est qu'on a observé chez le fumeur une diminution de l'ordre de 40% des monoaminooxydases chez le fumeur régulier, un paquet par jour. Alors, je vais vous montrer ça, c'est la publication de Fowler en 1996. Ça, c'est en imagerie médicale. La monoaminoxydase chez le sujet normal à droite et la monoaminoxydase chez un sujet qui fume un paquet de cigarettes à gauche. C'est un phénomène réversible. 15 jours ou 3 semaines après l'arrêt de la prise de tabac, on revient à la normale. Mais tout ça pour vous dire que... Non, je reviens, pardon. Tout ça pour vous dire que la fumée de tabac contient des inhibiteurs de la monoaminoxydase, c'est l'Harman et la non-Harman. Et ce n'est pas parce que les industriels du tabac ont rajouté quoi que ce soit. Si vous brûlez des feuilles de plantes de tomates qui est la même famille que le tabac, vous avez, au moment de la combustion, au moment de la pyrolyse, il y a 800 degrés au bout de la cigarette, il y a formation des mêmes molécules. Donc, dans la fumée, il y a la nicotine qui est active et les inhibiteurs de la monoaminoxydase qui sont là pour, comme vous le verrez, pour renforcer les effets de la nicotine. Je vais trop vite. Alors d'abord, on va examiner qu'en est-il de l'état de manque chez un rat qui est dépendant uniquement de la nicotine. Et vous allez voir qu'effectivement, il y a une aversion conditionnée qui est induite, mais elle ne dure pas longtemps. Contrairement à ce que je vous ai montré chez le rat dépendant de la morphine. Comment rend-on les rats dépendants de la nicotine? On implante sous la peau des rats des petites mini-pompes qui ont la taille d'un gros haricot et c'est rempli de nicotine. Cette nicotine va être libérée en continu pendant 14 jours et on va avoir un rat dépendant de la nicotine. Le protocole est identique à celui que je vous ai présenté la fois précédente, à savoir que nous allons associer un compartiment à une injection de solvant et un autre compartiment à une injection de mécamylamine. C'est un antagoniste des récepteurs nicotiniques qui va précipiter un petit syndrome de manque. Les résultats, les voilà. Si vous testez des rats qui sont dépendants uniquement de la nicotine et chez qui on a provoqué un état de manque, si vous testez des rats un jour après la phase de conditionnement, vous avez une aversion évidente, mais elle ne dure pas. Au bout d'1 mois et demi, elle a disparu. Ce qui indique que
non seulement la nicotine par elle-même n'est pas très addictive, mais que le syndrome de manque à la nicotine seule n'est pas très violent. Mais que se passe-t-il maintenant si on essaie de se mettre dans la situation du fumeur, c'est-à-dire rendre un rat dépendant de la nicotine plus les inhibiteurs de la monoaminoxydase, comme c'est le cas dans la fumée du tabac. Alors, qu'en est-il de la version de place conditionnée induite par l'état de manque si la dépendance a été induite par l'association nicotine-IMAO? Là, les pompes vont délivrer à la fois de la nicotine et l'inhibiteur de la monoaminoxydase. C'est toujours le même protocole dont je passe. Le résultat, les voilà. C'est que tout d'un coup, on se rend compte que la version conditionnée qui est apparue le lendemain, 224 jours après, vous l'avez encore, c'est-à-dire 8 mois. Là, vous avez une phase de deux ou trois mesures qui sont un peu limites. Ça correspondait à la phase d'été, juin, juillet, août de l'année où ça a été fait. Et d'ailleurs, Karine Guillem, qui devait intégrer ces résultats dans sa thèse, n'a pas pu le faire parce que l'expérience n'était pas finie. Donc, vous voyez que l'association nicotine-IMAO fait qu'on renforce énormément l'intensité de la dépendance et donc l'intensité de l'état de manque lors de l'arrêt. J'ai presque fini. Non, je suis trop long. Voilà, donc c'est juste... Donc les IMAO agissent en synergie avec la nicotine. Ça, ils augmentent les effets renforçants de la nicotine et la motivation à consommer les cravings. Ça, c'est toute la thèse de Karine Guillem. Mais aussi augmentent l'intensité de la dépendance à la nicotine, augmentent les effets négatifs du manque et donc l'intensité de la liaison conditionnée au contexte. Je vous remercie. Alors, on passe donc à la présentation de Fouchia, Serre et Marc à côté de moi. Trouve-t-on des effets conditionnés chez les êtres humains? Quelles sont les données et quelles implications? Merci beaucoup. Merci. Donc, effectivement, ma présentation va porter sur les effets conditionnés, mais cette fois-ci chez l'homme, et on va voir les implications que cela peut avoir à la fois pour la recherche et pour la clinique. Donc, ces effets conditionnés vont être la base du développement du paradigme de la réactivité au cues, qui est un paradigme qui est très utilisé dans la recherche expérimentale chez l'homme, pour étudier la rechute notamment. Donc ce paradigme part de l'observation que chez les usagers de substances, certains stimuli des objets, des lieux, qui, à force d'être associés avec l'usage, vont acquérir la capacité à déclencher une réponse, une réactivité, sans que la substance soit présente. Et cette réactivité pourrait ensuite motiver l'individu à reconsommer. Alors, ces stimuli, on les appelle stimuli conditionnés ou cues parce que du coup ils auraient acquis cette capacité-là suite à des processus de conditionnement. Alors, le paradigme se déroule de la façon suivante. Donc, les individus sont placés dans une pièce expérimentale et on va leur présenter deux types de stimuli. Tout d'abord des stimuli... Oula. Pardon. Des stimuli neutres, ça nous sert d'exposition-contrôle, et ensuite des stimuli liés à la substance. Et on va comparer la réponse entre ces deux expositions. Qu'est-ce qu'on observe? Tout d'abord, on observe une réactivité subjective, auto-rapportée, la plus fréquente étant une augmentation du craving. Donc le craving, c'est une envie de consommer, mais ce n'est pas n'importe quelle envie.
c'est une envie persistante qu'on va considérer comme pathologique à la fois par son intensité et par le fait qu'elle puisse persister et qu'elle soit involontaire. On observe également une réactivité physiologique avec une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation de l'activité électrodermale, une diminution de la température cutanée et une modification de la réponse du cortisol qui peut se mesurer au niveau salivaire. On observe également une réactivité cérébrale avec une activation de certaines régions du cerveau, comme on peut le voir sur ces images, des régions qui sont impliquées dans différentes fonctions, notamment visuelles, au niveau de la mémoire, de l'apprentissage, du système de récompense. Et on observe également des modifications de la connectivité fonctionnelle, donc en fait c'est la connectivité entre différentes régions. Donc ces résultats mettent en évidence comment ce paradigme de la réactivité aux cues chez l'homme permet de nous éclairer sur les substrats neurobiologiques qui sont impliqués dans les phénomènes de rechute. On a des méta-analyses qui vont permettre de pooler les résultats obtenus dans ces nombreuses études qui utilisent ce paradigme pour essayer d'en ressortir les effets qui sont les plus importants, les plus consistants. Et notamment une méta-analyse qui a été réalisée sur plus de 128 études qui ont utilisé cette procédure pour étudier l'addiction au tabac. Ce qu'elle met en évidence, d'une part, c'est que parmi les différents types de réactivité, la réactivité qui présente une taille d'effet la plus grande, c'est la réactivité au niveau de l'augmentation du craving, qui est bien plus élevée, bien plus importante que la réactivité physiologique. Donc, dans cette étude, dans cette méta-analyse, la seule réactivité physiologique qui présentait un effet significatif, c'était la conductance cutanée. Une limite qui est souvent rapportée par les personnes qui font des méta-analyses, c'est la difficulté de pooler des résultats qui proviennent d'études qui sont très différentes, à la fois en termes de méthodologie, de la façon de présenter les stimuli, et aussi sur les populations qui sont étudiées. On a d'ailleurs une revue qui répertoriait les différents modulateurs de la réactivité. Donc ils peuvent être classés selon que ce soit des modulateurs liés à la personne elle-même, à l'individu, ou plutôt à la procédure expérimentale. Parmi les facteurs, les modulateurs liés à l'individu, on retrouve la sévérité de l'addiction. Plus elle est élevée, plus la réactivité serait importante. Également la durée d'abstinence. Les personnes abstinentes présenteraient une réactivité plus importante dans certaines études que les personnes qui continuent à consommer. Et cela fait notamment écho au phénomène d'incubation où on observe une augmentation du craving, et notamment du craving induit, au cours des premières semaines d'abstinence. Maintenant, les modulateurs liés à la procédure expérimentale, bien évidemment la façon de présenter les stimuli. Et donc dans cette méta-analyse sur le tabac, les auteurs rapportaient que la réactivité obtenue en présentant des images était supérieure à celle obtenue avec des vidéos ou avec la réalité virtuelle. Un autre facteur qui est vraiment très très important, ça va être les stimuli et la complexité des stimuli qui sont présentés. Et en effet, en laboratoire, souvent on utilise des stimuli qui sont liés à des objets ou à des lieux, mais en fait, dans l'environnement naturel, ces stimuli peuvent être vraiment très variés, très complexes, très contexte dépendants. Par exemple, ça peut être des sensations, ça peut être des odeurs, ça peut être vraiment très diversifié. Et également, on peut imaginer que ce ne soit pas juste un stimuli qui provoque une réactivité, mais plutôt une association entre plusieurs stimuli. De la même façon, on peut penser que l'enchaînement et l'ordre d'enchaînement temporel de ces stimuli puissent avoir son importance pour déclencher une réactivité. Et c'est intéressant parce que justement dans cette méta-analyse, ils mettent en évidence qu'une réactivité qui serait observée en vie quotidienne serait plus importante qu'une réactivité observée en laboratoire. D'où l'intérêt vraiment d'étudier ce phénomène en vie quotidienne dans l'environnement naturel dans lequel il se produit et qui pourrait expliquer la rechute. Donc ça, on peut le faire grâce à la méthodologie EMA. Donc ça, c'est une méthode qui utilise des smartphones pour évaluer les individus dans leur vie de tous les jours avec des questionnaires qui sont complétés directement sur le smartphone. Et donc, ça permet d'évaluer les personnes dans l'environnement naturel pour présenter une bonne validité écologique et également étudier l'influence du contexte, aussi complexe soit-il. Les mesures sont réalisées quasiment en temps réel et il y a plusieurs questionnaires par jour, ce qui permet de voir un peu la fluctuation des variables.
Au laboratoire, nous avons eu l'occasion d'utiliser cette méthodologie et ça nous a permis de mettre en évidence le modèle Cues Craving Usage. Donc, c'était une étude qui portait sur des personnes qui débutaient une prise en charge pour une addiction aux substances. Ce qu'on a observé, d'une part, c'est qu'une augmentation de l'intensité du craving à un instant donné dans la vie des individus, dans la vie de tous les jours, était associée à une augmentation de la probabilité de faire usage dans les heures qui suivaient. Et que ce lien était unidirectionnel, c'est-à-dire que c'est le craving qui expliquait l'usage et non pas l'usage qui expliquait le craving. Et là, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt le fait qu'on ait également observé qu'une augmentation du nombre de cues, de stimuli conditionnés présents dans l'environnement de la personne va être associée à une augmentation de l'intensité du craving au cours des heures qui suivent. Dans cette étude, on a comparé deux types de cues. Donc, tout d'abord, les cues standards, qui vont être les stimuli habituellement associés soit à la substance, soit à son usage. Donc, par exemple, une bouteille pour l'alcool ou un cendrier pour le tabac. Et des cues individuels. Donc là, cette fois-ci, ça va être les stimuli que l'individu associe, lui, personnellement, à son usage et qui lui sont propres. Donc ça peut être un lieu en particulier, ça peut être une sensation, une activité, etc. Et ce qu'on met en évidence, c'est qu'effectivement, quand on mesure ces cues individuels, on voit un effet plus fort et prolongé sur l'augmentation du craving comparé à la réactivité observée avec les cues standards. Donc comment cela se traduit ensuite dans la prise en charge des addictions? Alors, les prises en charge des addictions vont consister à aider les patients à obtenir et maintenir l'abstinence, ou tout du moins une diminution significative de l'usage. Pour cela, on peut aider le patient à gérer son craving, à diminuer son craving, soit par exemple par des traitements pharmacologiques ou en l'aidant à développer des stratégies pour mieux gérer et faire face à son craving. Mais on peut également agir sur ces effets conditionnés. Et notamment, on peut aider le patient à repérer les stimuli conditionnés qui peuvent induire du craving et l'aider à les éviter. Au laboratoire, en se basant sur ces observations, nous avons développé une application, donc c'est l'application Craving Manager. C'est une application smartphone à visée thérapeutique qui va utiliser d'une part la méthodologie EMA pour mesurer régulièrement le niveau de craving de l'individu, mais qui surtout va proposer d'agir dessus immédiatement dès qu'il se produit et de façon personnalisée. Ce qui est intéressant également, c'est que l'application va essayer d'anticiper ce craving pour le prévenir, pour éviter qu'il apparaisse. Pour cela, l'application va évaluer la présence de ces stimuli conditionnés de deux façons, soit en demandant directement à l'individu, mais surtout de façon passive. Pour cela, on peut notamment utiliser